Alors, le propre de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il n'y a pas de ligne rouge. C'est-à-dire on doit rester dans le flou, il y a une espèce d'incertitude, et donc en général on ne fixe pas de ligne rouge en disant à partir de là c'est le déclenchement. Il faut laisser le doute chez l'adversaire. C'est un peu une des règles de la dissuasion nucléaire. Il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où un référendum rattache à la Russie les territoires, les 4 territoires, Zaporijjia, Donetsk, Lugansk et Kherson, ces territoires seront considérés comme territoires russes. Et donc s'ils sont rattachés à la Russie, ça signifie que les règles d'emploi de l'arme nucléaire russe, qui ont été fixées par une doctrine en juin 2020, ces règles d'emploi peuvent s'appliquer parce que le territoire russe est considéré comme une question existentielle pour la Russie et donc justifierait éventuellement l'emploi de l'arme nucléaire. À ceci, il faut rajouter que dans la doctrine d'emploi russe de l'arme nucléaire, il y a l'idée que l'arme nucléaire tactique peut être utilisée pour, c'est le mot, l'escalade pour la désescalade. Et donc si la Russie subit une défaite trop grave, elle a envisagé en tout cas l'usage de l'arme nucléaire ou de l'arme de destruction massive. Quand vous ne faites pas la guerre, vous faites des sanctions. Donc quand vous n'êtes pas content, vous édictez des sanctions. Donc c'est une réaction qui a été extrêmement forte et qui est le maximum que l'on puisse faire, en dehors des livraisons d'armes, pour manifester sa mauvaise humeur et le désir de sanctionner. D'ailleurs, il y a la notion de punition. Et donc la sanction en soi, c'est tout à fait compréhensible. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que des sanctions sont efficaces et est-ce qu'elles ne vous font pas de mal à vous? Alors, sur l'efficacité des sanctions, je pense que les sanctions sont efficaces. Mais elles sont efficaces à long terme et en tout cas pas à très long terme. À long terme, parce que petit à petit, effectivement, un certain nombre de courants commerciaux vont s'assécher, parce que la haute technologie va avoir du mal à parvenir à la Russie. Et donc, les prix vont augmenter. Alors, après un moment où les sanctions n'ont eu quasiment aucun effet, on voit maintenant que les sanctions commencent à avoir de l'effet. Et puis ensuite, d'ici 3-4 ans, quand les flux commerciaux russes seront réorientés vers l'Asie, à ce moment-là, les sanctions n'auront plus d'effet. Et c'est là la période la plus dangereuse, parce qu'on s'installe dans des sanctions, on n'arrive plus à les retirer, parce que sinon on perdrait la face. Et entre-temps, effectivement, la Russie s'est réorientée vers d'autres partenaires commerciaux. Donc, alors, c'est efficace, bien sûr, mais ce n'est pas efficace à très court terme. Donc, les sanctions sont efficaces à long terme, dans la mesure même où la population peut exercer une certaine pression sur le pouvoir. À court terme, très peu d'efficacité, et au contraire, à l'inverse, un resserrement de la solidarité nationale autour des dirigeants. C'est ce qu'on a observé avec les sondages. Alors la deuxième question, c'est est-ce que ces sanctions nous font du mal? J'ai le sentiment que l'Union européenne aurait pu moduler plus ces sanctions en fonction de ses propres intérêts. Et notamment, elle a fait une grande erreur, c'est d'agiter en quelque sorte la menace d'un refus d'acheter du gaz russe alors qu'elle n'avait pas les moyens de refuser le gaz russe. Et donc, il y a eu des discussions. Manifestement, certains pays ont refusé d'entrer dans le jeu de l'interruption des livraisons de gaz russe. Mais compte tenu de tout cela, on avait dit à un moment, par exemple, qu'on réduirait de 25% les livraisons de gaz russe avant la fin de l'année. Enfin, il y avait tout un ensemble. Et compte tenu de tout cela, les Russes se sont dit on ne va pas laisser les Européens s'organiser pour se passer des sanctions russes. Comme le résultat, ils l'ont déclaré, c'est de se passer du gaz russe, eh bien autant garder le pouvoir que nous donne l'embargo sur le gaz russe. Et donc du coup, les Russes ont repris à leur compte l'embargo sur le gaz russe dont l'Union européenne les menaçait. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la France et l'Allemagne n'ont pas été en mesure d'obtenir l'application des accords de Minsk.
Je pense que les accords de Minsk étaient une bonne solution et que compte tenu de la répartition ethnique, religieuse, culturelle de l'Ukraine, l'idée d'avoir des zones autonomes dans le cadre de la souveraineté ukrainienne, c'était une bonne idée. C'était l'idée des Européens et elle était acceptée par les Russes. Et théoriquement, au moment de la signature des accords de Minsk en février 2015, elles étaient acceptées par les Ukrainiens, qui ont signé à contre-cœur sous le coup d'une défaite militaire. Et en fait, les Ukrainiens n'ont cessé de remettre en cause les clauses politiques de cet accord, à savoir justement le statut spécial pour le Donbass et une sorte de fédéralisme. De toute façon, ils ne veulent pas de ce mot, mais disons une organisation administrative réservant l'autonomie de certaines régions. Et en fait, la défaite de la diplomatie européenne, ça a été d'être dans l'incapacité d'obtenir l'application des accords de Minsk, à la fois du côté ukrainien et aussi quand même, il faut le dire, du côté russe, parce que le retrait des armements lourds et tout cela, même le contrôle des casques blancs de l'OSCE, tout cela, les républiques autoproclamées ne l'ont pas accepté de gaieté de cœur et ont toujours manifesté une certaine réticence. Mais c'est beaucoup moins grave que disons, le refus fondamental de l'Ukraine de la substance des accords de Minsk. Et là, la diplomatie européenne a montré ses limites. Depuis quelque temps, la Turquie a une politique extrêmement habile qui rappelle d'ailleurs à certains égards la politique que menait le général de Gaulle dans les années 60. C'est-à-dire que la Turquie est membre de l'OTAN, mais elle achète des S-400 russes, elle a de bonnes relations avec la Russie, mais en même temps, elle livre des Bayraktar, des drones à l'Ukraine. Elle ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, mais en même temps, elle cherche à faciliter les choses aux Russes. Donc en fait, elle a un pied, si je puis dire, dans chaque camp, ce qui l'érige en médiateur un peu privilégié, parce qu'elle a aussi des atouts qui lui permettent de faire comprendre qu'elle a la capacité de médiation et de pression, puisqu'elle contrôle les détroits, les Dardanelles. Et elle a, dans cette région, une vision, j'allais dire globale, parce que c'était des régions qui étaient ottomanes dans le temps, et donc elle a une bonne connaissance de la région, et elle a aussi une motivation qui est quand même de faire reconnaître une influence turque dans ces zones-là. Bon, les Russes, depuis 20 ans, ont dit qu'ils ne voulaient pas l'extension de l'OTAN à leurs frontières. Ce n'est peut-être pas la cause essentielle de la décision d'envahir l'Ukraine, mais c'est un élément important parce que l'Ukraine avait signé en 2020, en juin 2020, un accord qu'on appelle en anglais Enhanced Opportunities, qui est un accord de partenariat spécial avec l'OTAN. Il n'y a que 6 pays qui ont ce partenariat spécial. Il y avait, puisque maintenant ils sont membres de l'OTAN, la Suède et la Finlande, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays, mais en fait l'Ukraine était le 6e. À partir du moment où ils avaient signé cet accord, en fait c'est un accord qui permet à l'OTAN et à l'Ukraine d'avoir pratiquement les mêmes relations que si l'Ukraine était membre de l'OTAN, à l'exception évidemment du fameux article 5 qui permet une sorte de solidarité quasi automatique des pays en cas d'invasion. Et donc je pense que ça aussi, ça a été probablement un des éléments d'exaspération et qui ont conduit à cette décision d'envahir l'Ukraine. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce discours de Munich est très important. Il y en a qui disent que finalement, il est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que la diplomatie russe, et Poutine en particulier, mais Yeltsin avant, avait pensé pouvoir rétablir la Russie comme grande puissance avec sa zone d'influence par des moyens diplomatiques et par entente avec l'Union européenne et le monde occidental. Et en fait, 2007, le discours de Munich, c'est le constat que la Russie n'arriverait pas à rétablir son influence et son statut de grande puissance par des moyens diplomatiques. Et donc, à partir de là, il faudrait qu'elle défende ses intérêts de façon plus musclée et éventuellement par la force. Donc, l'objectif reste le même, mais les moyens changent.
Et ce n'est pas un hasard si la guerre de Géorgie, même si elle a été déclenchée formellement par la Géorgie, hein, c'est le rapport Tagliavini de l'OSCE, mais cette guerre n'est pas un hasard. Alors si on ajoute ensuite le fait que à Bucarest, Bucarest, en 2008, le sommet de l'OTAN a déclaré que l'Ukraine entrerait dans l'OTAN. Donc en fait, on est rentré dans un processus de durcissement de la diplomatie russe avec la menace permanente du recours à la force. Pour l'instant, je pense qu'elle est hors de portée parce que l'Ukraine a pour objectif de récupérer l'intégralité de ses frontières et que la Russie a pour objectif de rétablir une sorte de zone tampon et de récupérer les provinces russophones qui sont partisans de la Russie. Donc pour l'instant, c'est hors de portée. Dans la réalité, ceux qui ont le doigt sur la gâchette de la paix ou de la guerre, ce sont les Américains. Parce que c'est eux qui fournissent 80% des armements à l'Ukraine, qui lui fournissent plus d'1 milliard par mois pour équilibrer son budget. Et le jour où les Américains auront estimé que la Russie est suffisamment affaiblie et que les risques d'une guerre généralisée sont trop grands, à ce moment-là, ils décideront de calmer le jeu. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Il y a eu une véritable inquiétude et comme Poutine était coincé parce qu'il a dit « ça n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale », donc il lui fallait trouver un moyen terme, à la fois pour trouver des effectifs pour relever les troupes qui étaient au front depuis des mois et des mois et des mois, et pour renforcer ses effectifs face à l'Ukraine qui lutte sur son propre terrain et qui a beaucoup de troupes disponibles. Donc en fait, c'est une solution peut-être décidée dans la précipitation, mais qui permet de garder la fiction qu'on n'est pas en guerre. Mais c'est une fiction à laquelle peu de gens désormais peuvent croire.